Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Verre à moitié plein, je suis ravie d'accueillir Paul, qui depuis 2019 parcourt l'Hexagone avec son micro pour partir à la rencontre de nos territoires et de leurs habitants. Paul est réalisateur de podcasts de destination, une expression qui englobe tout simplement la mise en lumière d'un territoire à travers le podcast. Le podcast, comme vous devez le savoir puisque vous êtes actuellement en train d'en écouter un, c'est le format de l'intime, de l'imaginaire, de l'immersion, de l'authenticité. Finalement, c'est ce qu'on vient rechercher quand on fait un voyage. Et ça, les destinations l'ont bien compris. C'est pour ça qu'elles créent depuis plus ou moins 4 ou 5 ans ce qu'on appelle des podcasts de destination. Alors pour cet épisode, j'ai voulu interroger Paul pour en savoir plus sur ce format, ses problématiques et tenter de répondre à la question « Pourquoi, comment intégrer le podcast dans sa stratégie de promotion touristique ?» Un épisode qui intéressera, je pense, les professionnels du tourisme et de la communication, les étudiants, à écouter avec un stylo et un carnet à la main. On peut y aller ? Bonjour Paul, bienvenue sur le Verre à moitié plein. Bonjour Élise, merci de l'invitation. Je suis ravie d'enfin te recevoir et d'enfin discuter avec toi. Ça fait longtemps que je suis ce que tu fais sur Instagram, ton podcast, etc. mais sans jamais avoir pu vraiment discuter. Donc très, très contente. Moi aussi. La thématique du jour, donc ça va pas être très original, on va parler de podcast, tout simplement. Et plus précisément de podcasts de destination, c'est un peu ta spécialité. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est que je vais t'inviter à te présenter tout simplement, que tu nous présentes un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Écoute, moi je m'appelle Paul. Alors comment j'en suis arrivé au podcast de voyage? C'est une longue histoire en fait. Moi je suis blogueur déjà voyage depuis 10 ans maintenant, même un peu plus de 10 ans. J'ai créé à l'époque un blog qui s'appelait Petit Voyageur, qui m'a ouvert rapidement des portes en création de contenu, notamment en tant que rédacteur, où j'ai pu collaborer avec plusieurs guides de voyage sur du print. Je travaille sur des plateformes comme partir.com par exemple, pour lesquelles j'ai créé des contenus voyage, sur différentes destinations. Donc évidemment, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Et puis en 2019, après avoir vécu 3 ans à Barcelone, je me suis retrouvé en digital nomade, on va dire. Et là, j'ai décidé de faire un road trip de 6 ou 7 semaines, je ne sais plus exactement, sur toute la façade ouest de la France. Donc je suis parti de la Normandie et je suis descendu jusqu'au Pays Basque. Et c'est pendant ce voyage, je me suis dit, tiens, moi j'aime bien les carnets de voyage radio, j'aime bien faire des interviews parce que mon ancien métier c'était éducateur, donc je faisais beaucoup d'entretiens individuels avec les gens. J'aime bien le son, je manipule déjà les instruments de son parce que je faisais de la musique par ailleurs, donc je me suis dit pourquoi pas essayer ce format avec le voyage. Et pendant ce road trip de 6 semaines, j'ai organisé quelques interviews avec des habitants, avec des agriculteurs, avec des artisans aussi. Au début, je savais pas trop ce que j'allais en faire. En fait, je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais, ils avaient énormément envie de discuter, de raconter leur vie et que personne ne venait jamais rien leur demander. Et je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là, à ce moment-là, à aller chercher quelque chose de plus intime et raconter autre chose que ce que je racontais sur mon blog. C'est-à-dire sur mon blog, c'était toujours, que faire à Dieppe, que faire à Paris, enfin des choses assez pratiques, on va dire, des conseils. Et là, on est vraiment sur une dimension qui est plus du portrait, en fait. Qui est plus de l'intime, qui est plus une histoire et sur lequel je pouvais être beaucoup plus créatif. Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer ce podcast en septembre 2019
Et en fait, j'ai eu une chance, je pense à ce moment-là, c'est que le confinement est arrivé quelques mois après et que, bah, du coup, ce podcast, il a pris une toute autre tonalité. Il a trouvé une audience aussi, assez rapidement. Il a été relayé beaucoup parce qu'on ne pouvait plus sortir de chez nous et que ça, c'était une façon de s'évader aussi. Donc à la fois, tu réalises ton propre podcast, donc c'est la France baladeuse. Ouais, c'est ça. Et si je me trompe pas, tu fais aussi des podcasts un peu comme un studio pour des prestataires extérieurs aussi maintenant. Ouais, c'est ça. En fait, la France baladeuse, ça a été pas mal écouté et il y a beaucoup de destinations qui ont aimé ce format-là parce qu'ils ont aimé le côté immersif. Moi, je fais des choses où vraiment j'essaie de dessiner un paysage avec du son. Donc, quand on ferme les yeux, on peut se projeter. Et ça, il y a des destinations qui ont bien aimé, qui m'ont contacté, qui m'ont dit: «Oui, comment vous avez fait pour faire tout ça? On aimerait faire la même chose». Et là, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, moi j'ai déjà une expérience, ça fait 1 an que je fais ça, j'ai acquis ma petite expérience de mon côté, beh, je vais leur proposer de leur en faire un, pour eux». Et puis ça a fonctionné. Et ça a fonctionné avec plusieurs destinations. Bah, j'ai travaillé notamment avec la Somme, j'ai travaillé avec le Berry, j'ai travaillé avec le Centre Val-de-Loire, par exemple, en tourisme. Après, j'ai fait d'autres podcasts sur d'autres thématiques pour d'autres clients, mais en tourisme, voilà un petit peu à peu près ce que j'ai fait. Et puis, bah, en fait, ce qui leur a plu, c'est que ça leur a permis de redécouvrir leur territoire autrement à travers les gens. Parce que quand on bosse en office de tourisme et qu'on fait de la com touristique pour une office de tourisme, on n'a pas forcément le temps d'aller sur le terrain tout le temps. On est pris par beaucoup d'autres choses, évidemment, hein. Le marketing de destination, c'est pas uniquement aller rencontrer les gens sur le territoire. Il y a tout un tas d'autres casquettes à avoir. Et là, ce qu'ils ont apprécié, c'était ça. Et puis surtout, ce qui a beaucoup plu sur les territoires, c'est que les gens se sentaient valorisés, qu'on venait écouter ce qu'ils avaient à faire et que l'office du tourisme s'intéressait vraiment à leur projet. C'était pas juste quelque chose qu'on allait mettre sur une plaquette, mais au contraire, il y avait une vraie histoire derrière. Ça a beaucoup plu aussi. Et tu t'es formé tout seul aux techniques de prise de son, de montage, de mixage? Alors oui et non. Moi, j'ai fait de la musique électronique pendant longtemps et dans une école de musique jazz à Montpellier, j'ai fait 1 an de formation loisir en mixage-montage, mais adapté à la musique. Donc ça, déjà, ça m'a donné des bases sur les logiciels et tout ça. Et puis ensuite, j'ai fait pas mal de formations en ligne. J'ai fait notamment un super atelier qui n'existe plus, qui était l'atelier radio de RFI, qui était complètement en ligne, qui était une petite formation. Alors normalement, c'est fait pour coacher les profs des écoles qui vont faire des ateliers radio avec les enfants, mais en fait, c'était une mine d'informations, une mine d'or pour se former. Et puis bah, après, sur le blog d'Arte Radio, il y a aussi des choses super pour apprendre. Et puis après, bah, je me suis entraîné beaucoup. Je faisais des prises de son. Tous les jours, je sortais avec mes micros dans Montpellier où j'habite pour prendre des sons, pour créer des petites histoires que j'ai jamais diffusées, hein, que j'ai gardées pour moi. Voilà, c'est beaucoup de travail comme ça. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà, on sait un peu mieux qui tu es et comment tu en es arrivé à t'intéresser au podcast de destination. Donc, on va essayer de répondre à la question pourquoi, comment intégrer le podcast dans sa stratégie de promotion touristique. Mais je propose qu'on mette un peu de contexte avant. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un podcast. On est quand même sur un podcast. Mais globalement, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est un podcast de destination et en 2024 aussi, qui vont être les personnes qui écoutent les podcasts et quelles sont globalement les spécificités de ce format par rapport à d'autres outils de communication comme la radio, les réseaux sociaux, le blogging. Qu'est-ce qui a fait que le podcast est différent? Quelle est sa plus-value globalement? Alors, un podcast de destination, est-ce qu'il y a une définition exacte? Je pense qu'en fait, ça va dépendre de chaque destination parce que dans un podcast, on va pouvoir raconter plein de choses. Et je pense que chaque podcast de destination est unique et a la couleur de la destination, évidemment. Mais l'idée, je pense, pour moi, la plupart des podcasts de destination que j'écoute, ils ont quand même tous une veine un peu commune, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier le temps long, la rencontre, et surtout, ça va être un moyen de raconter d'autres histoires, mais qui va être complémentaire avec tout ce que la destination met en place en termes de stratégie de communication. C'est-à-dire que le podcast destination, c'est pas quelque chose qui vient
comme un cheveu sur la soupe. En fait, c'est la prolongation de toute la communication de la destination. Donc, c'est intégré au blog, ça doit être intégré à la stratégie social media. Voilà, ça peut être complété par de la vidéo, ça peut être complété par de la photo, ça peut être complété par un article de blog qui va venir spécifier certains points qu'on n'aura pas vus dans le podcast ou des choses comme ça. Il faut vraiment l'intégrer dans un ensemble et se dire que c'est juste un outil de communication en plus. C'est pas parce qu'on fait un podcast qu'on va révolutionner quelque chose. Il faut vraiment que ce soit construit en cohérence avec tout le reste. Je crois que ça, c'est le conseil que je trouve très important. Après, sur les auditeurs, on est sur une moyenne d'âge qui est plutôt jeune, entre guillemets, qui va être autour des 35 ans. On va avoir une audience urbaine qui va être principalement parisienne. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de destinations qui aiment bien ça parce que les Parisiens sont souvent une cible privilégiée, notamment pour les destinations françaises qui gravitent autour de la capitale parce que, voilà, on peut venir pour le week-end, on peut venir facilement en train ou des choses comme ça. On parle aussi beaucoup quand on s'intéresse à la communication touristique, à la promotion touristique et donc au podcast, au terme de marque territoriale, image destination, imaginaire touristique. Comment est-ce qu'on peut dire que le podcast il vient un peu s'ancrer dans ces termes-là? Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Bah, je pense que ouais, sur l'imaginaire, il y a un potentiel qui est hyper fort. Parce qu'en fait, on va se détacher en fait de la destination. C'est pas la destination qu'on va venir décrire ou qu'on va montrer comme dans une photo ou comme dans un article. On va venir raconter autre chose. On va faire passer beaucoup plus d'émotions. On va faire passer les vraies vies des vrais gens qui vivent sur ce territoire-là et qui ont un point de vue qui est forcément différent de celui du rédacteur d'un blog ou du journaliste ou même du chargé de communication d'une destination. Ils sont pas du tout ces gens-là, ils vont pas du tout avoir la même approche et puis on va pas leur demander les mêmes choses. Et puis on a aussi beaucoup plus de temps à consacrer aux personnes qu'on va interviewer. Je veux dire, un article de blog, on peut l'écrire en une demi-journée, on va dire. Moi, quand je fais un épisode de podcast, il faut compter plusieurs jours. Il y a une préparation avec les invités qui se fait en amont. Quand on va les rencontrer, on passe 4 ou 5 heures avec eux pour garder à la fin 10 minutes. Mais du coup, il y a une vraie rencontre. Et cette vraie rencontre-là, je pense qu'elle se ressent ensuite dans les formats qu'on fait, parce que forcément, on a pris le temps, la personne est en confiance et elle va livrer des choses qu'elle n'aurait peut-être pas livrées autrement. Est-ce qu'il y a d'autres formats qui sont possibles pour un podcast de destination qui marchent bien, du moins? Tous les formats sont possibles. Après, les formats qui marchent bien, c'est beaucoup les histoires intimes, on va dire, donc les portraits. On va vraiment chercher l'histoire des gens. Après, le format reportage, forcément, il marche très très bien. C'est-à-dire aller sur un lieu, je sais pas, dans la cathédrale de Chartres, ouvrir les portes, voir ce qui se passe dans les coulisses, enfin des choses que les gens peuvent pas voir en fait dans la vraie vie parce que c'est pas accessible, ça fonctionne très bien. Après, il y a les podcasts comme toi tu fais, plus axés sur les pros, où là forcément on va chercher des professionnels du tourisme, ça il y en a quelques-uns qui tournent bien je pense en ce moment. Et après, il y a un sujet évidemment qui marche bien en ce moment, mais qui peut être tourné dans différents formats, c'est tous les sujets de transition et comment on fait pour accompagner ces questions-là. Transition écologique, transition territoriale, voilà, transformation du tourisme aussi. Ça, je pense que c'est des sujets qui peuvent trouver facilement des auditeurs, quoi. Et après, j'aurais dit juste un dernier format, je trouve, qui marche bien. C'est un petit peu le format carnet de voyage, journal intime. C'est-à-dire de mettre en scène une personne, ça peut être un personnage fictif ou une personne réelle, une personnalité connue par exemple, qui va visiter une destination et qui te raconte à la manière d'un journal de bord. Tu vois, ça, il y a aussi des formats comme ça qui ont bien fonctionné. Ouais, il y a plein de choses à faire. Si on a une destination et qu'on veut se lancer son podcast, il y a moyen de se démarquer, de faire quelque chose de vraiment original. En fait, on n'est pas limité. C'est pas comme sur YouTube, tu as des formats qui fonctionnent bien, tu as des durées qui fonctionnent bien. Sur Instagram, il faut que ton réel fasse 90 secondes ou des choses comme ça. En podcast, il y a pas vraiment de code, de format, de genre. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais après, je pense qu'on peut tout explorer, en fait. Ok. En vrai. Le plus important, c'est une bonne qualité audio, une bonne qualité de montage, de réalisation, mais... Et puis surtout, je pense une bonne authenticité des histoires qu'on va raconter. Je crois que c'est ça pour moi le plus important, c'est l'histoire.
Après, oui, il faut qu'il y ait enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait un bon son parce que l'image de marque de la destination, elle passe par là aussi. Mais si on a un bon son, mais qu'on a une histoire qui est un peu bancale à côté ou un invité qui est pas ultra captivant, bah, ça va pas fonctionner non plus. J'avais vu, en fait, je lisais un mémoire quand je préparais cet épisode d'une étudiante en master tourisme à l'ISTIA à Toulouse qui a fait son mémoire sur le podcast dans les stratégies des destinations touristiques. Donc pile la thématique de cet épisode. Alors le mémoire date de 2020-2021, donc il y a sûrement des choses qui ont un peu changé, j'imagine, depuis, mais bon, il n'empêche que c'était très intéressant. Et elle expliquait que ce qui était intéressant que ce qui était à savoir quand on faisait un podcast de destination, c'était que c'était une cible qui était, une audience qui était très qualitative, pas forcément hyper nombreuse en termes d'écoute, qu'il fallait pas chercher à avoir le plus d'écoute possible, mais que les personnes qui écoutaient des podcasts de destination étaient forcément intéressées par la destination. Elle écrivait à partir du moment où on écoute un podcast, on est influencé. Voilà, je trouvais ça intéressant. Je voulais savoir, toi, ce que t'en pensais. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit. Alors après, le terme influencer, moi j'ai toujours un petit peu du mal avec. Mais ce qui est certain, c'est que un podcast, comme si tu commences à l'écouter, il va falloir que tu te poses pour 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc ça demande déjà un investissement très important en termes de temps. Donc si tu n'es pas intéressé par une destination, tu ne vas pas écouter son podcast. Donc c'est en ça, je pense qu'elle a raison. Voilà, après c'est compliqué de mesurer exactement la transformation qu'il va y avoir, parce que c'est toujours la question qu'on pose, voilà, mais s'ils écoutent, est-ce qu'ils vont venir? Moi je pense que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je pense qu'à partir du moment où le podcast va être écouté, même si la personne ne vient pas tout de suite, en tout cas elle va se faire une idée de la destination, ça va lui trotter en tête, et surtout elle va pouvoir s'imaginer des choses, se projeter, et au bout d'un moment il va se passer quelque chose. Un peu comme quand on lit un livre et que on s'imagine les personnages, à quoi ils peuvent ressembler, les lieux, comment ils peuvent être, et ça peut nous donner envie et nous dire ça pourrait être chouette d'aller là-bas. C'est ça, c'est un petit peu ça. Là, on est, je pense, depuis une quinzaine d'années, la communication touristique devient de plus en plus digitale évidemment, mais aussi de plus en plus riche, de plus en plus complexe. On voit émerger des marques de destination, ça n'existait pas avant, il y a 10-15 ans, et des stratégies aussi multicanales où on est à la fois sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur des affiches dans le métro, des publicités au cinéma, enfin voilà, il y a plein de canaux différents. Et donc je me dis, on va pas se lancer dans un podcast juste parce que c'est le support à la mode. Pourquoi on va se lancer dans un podcast? Qu'est-ce qu'on va venir chercher? Et je pense que tu as un peu répondu, mais est-ce que c'est plutôt de l'attractivité long terme, construction d'une image ou changement d'une image? Moi, je pense que c'est plutôt de l'image, c'est plutôt une manière de raconter, une manière d'envisager le voyage et surtout une manière de ralentir. Je pense qu'en ce moment, le slow travel, ça parle à tout le monde, et je pense que le podcast, c'est un petit peu le média de cette tendance-là. C'est-à-dire d'arrêter d'aller chercher de l'écoute, de la transformation, du rythme ou je ne sais quoi, et se placer dans quelque chose d'autre en fait. Replacer vraiment la dimension du voyage et de l'imaginaire au cœur de la communication, parce que en fait maintenant c'est plus trop ça, enfin ça revient, mais depuis des années, moi quand je regarde les coms de destination ou les coms d'influenceurs, en fait ça me fait pas tellement rêver parce que c'est trop... Tu comprends trop vite qu'en fait, la finalité, c'est d'attirer les gens vers toi, et je crois qu'il faut un petit peu revenir de ça, parce que je pense que les gens, ils sont usés de ça, de voir toujours les mêmes choses tourner en boucle, même si ça évolue, même s'il y a de plus en plus de canaux et il y a des destinations qui maintenant sont en train de se décaler complètement, et c'est très bien, et je pense que c'est cette mouvance-là qu'il faut qu'on suive tous, en fait. Je me dis aussi, il y a peut-être tellement aussi de destinations, il y a tellement de publicité de tous les côtés, que ça marche peut-être plus si on fait une communication un peu plus subtile. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis je pense que aussi à force, les gens qui voyagent beaucoup, en fait, les informations sur les destinations, ils les connaissent. Enfin, ils les connaissent entre guillemets.
je dis pas qu'on peut tout connaître, mais voilà, est-ce que c'est pas plus intéressant justement de maintenant raconter des histoires des gens, des choses que personne n'aura entendues nulle part, plutôt que de repartir sur, bah voilà, dans notre destination, il y a tel et tel trésor à découvrir. Voilà, je pense que le podcast, ça permet de renouveler sa manière de communiquer et de se réinterroger justement. Voilà, et de se dire, ok, bon, peut-être que ce podcast, il n'aura pas autant d'audience qu'une vidéo sur YouTube, mais en tout cas, je vais me poser pendant 6 mois, 1 an, je vais remettre à plat tout ce que je fais et je vais partir avec un œil neuf sur ma communication. C'est ce que beaucoup de mes clients m'ont dit. Ils m'ont dit, ben voilà, d'avoir travaillé avec toi, ça nous a permis de reposer à plat qui étaient nos cibles, quel message on voulait faire passer, comment on voulait les faire passer, et ça nous a permis d'évoluer sur tout le reste aussi. Je crois que c'est ça qu'il faut surtout garder en tête. Et du coup, si on a une destination et donc on veut se lancer dans un podcast, est-ce qu'il y a un moyen de mesurer en quelque sorte un retour sur investissement, comme on veut faire à chaque fois qu'on fait un investissement, ou il vaut mieux oublier ça? Si, alors il y a des outils statistiques comme pour tous les médias, c'est-à-dire que tu as des hébergeurs Oui. tu dois le savoir, hein, mais bon, je vais le répéter là. Il y a des hébergeurs de podcasts donc spécialisés, je vais pas les citer pour pas faire de pub, mais qui peuvent te permettre d'avoir pas mal de données sur ton audience, sur le nombre d'écoutes, sur voilà, où est-ce que tu es écouté, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, enfin voilà, tout le profil démographique classique comme pour n'importe quel, comme pour un article de blog ou des choses comme ça. Donc il y a déjà ça. Et puis ensuite, moi je pense que les retours les plus importants, je pense que ce sont les retours des gens qui ont pu participer ou qui ont entendu parler du podcast, qui ont écouté et qui viennent te parler directement. Moi j'ai beaucoup plus de retours d'auditeurs de lecteurs depuis que je fais un podcast qu'avant. Sur le blog, c'est pas quand tu écris un article de blog, les gens ils sont moins enclins à venir te parler parce que c'est pas de la parole, tu vois. Alors que quand ils t'écoutent, il y a quand même une espèce de conversation qui s'installe entre toi et eux, même si c'est pas une vraie conversation, mais ils connaissent ta voix, donc ils ont plus de facilité à venir te voir et te dire ah ouais c'est génial ce que tu fais, ou ah merci d'avoir fait merci d'avoir fait cet épisode, ça m'a donné plein d'idées. Enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de feedback à ce niveau-là, et ça c'est hyper intéressant. Ça humanise un peu la communication, ça Ouais. crée des liens parasociaux aussi. Puisque oui, si on lit un article, comme on peut en lire des centaines, et si on veut un peu résumer voilà. tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, 3, 4, 5 bonnes et mauvaises raisons d'intégrer le podcast dans sa stratégie de communication? Ça c'est dur. Alors des bonnes ou des mauvaises raisons? Surtout, c'est les mauvaises raisons qui t'intéressent. m'intéressent, moi. C'est le format qui est le plus écouté par les moins de 35 ans. Ça, c'est une très mauvaise raison, je pense. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme... Franchement, je suis mauvais pour ça. Je Il sais y en a pas. peut-être pas, hein. Si, je pense qu'il y a plein de mauvaises raisons d'utiliser... je vais faire un podcast parce que le département d'à côté a fait un podcast. Ça, c'est aussi une mauvaise raison, à mon avis. Voilà, et je vais faire un podcast pour être numéro 1 sur Apple Podcast. C'est aussi une mauvaise raison parce que c'est très difficile de monter dans les classements. Je ne vais faire qu'une seule saison de podcast. C'est aussi une très mauvaise idée parce qu'en fait, un podcast ne décolle jamais à la première saison. Il en faut plusieurs. Et les bonnes raisons, je pense qu'on les a évoquées tout le long un peu de l'épisode quand même. Les bonnes raisons, ouais, c'est de raconter de nouvelles histoires, c'est de montrer d'autres facettes du territoire et c'est de faire une communication, que je veux dire, plus lente et plus responsable et où on va vraiment au fond des choses, où on prend le temps, quoi. Je crois que c'est vraiment ça. Et pour les voyageurs, parce que bon, on a un podcast, ok, mais il faut quand même qu'il soit écouté. Quels conseils on pourrait donner aux voyageurs pour écouter un podcast de destination? Et globalement, un podcast lié au voyage. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire à des voyageurs c'est sympa d'écouter un podcast de destination, un podcast lié au voyage? Je pense que déjà, ça permet de faire des coupures dans sa vie où on n'arrête pas de courir, où on va au boulot, où on rentre à la maison, où on s'occupe des gosses, ou je sais pas ce qu'on fait chez soi, où tu vois, on va. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de s'évader. Par exemple, moi, typiquement, j'écoute beaucoup de podcasts dans le tramway quand je vais au sport ou quand je vais bosser ou des choses comme ça. Ça me fait une petite coupure et c'est vrai que de temps en temps, une petite note de voyage, ça te permet de décompresser.
Et puis après, ça te permet de trouver pas mal de nouvelles idées aussi, qui seront pas forcément dans un guide ou sur un article de blog. Et surtout, moi, le podcast, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, tu pouvais voyager en rencontrant des gens, ce que je faisais pas du tout avant. Et je pense que tout le monde peut le faire. Et le podcast, je pense que ça peut inspirer ça, justement. À oser pousser les portes, à oser aller dire bonjour aux petits artisans du coin ou à l'agriculteur à côté de chez soi, ou voilà, tu vois, à voyager autrement. Alors là, on va conclure maintenant. Je vais te reposer quelques questions sur toi, plutôt. Je voulais savoir comment est-ce que tu voyais maintenant l'évolution un petit peu de tes projets, quelles étaient globalement les prochaines étapes pour toi dans le monde du podcast. Dans le monde du podcast, là, j'ai fait une petite pause de quelques mois parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et qu'en ce moment, surtout, je suis en train d'écrire un guide de voyage pour les éditions Tao, qui me prend énormément de temps aussi, sur la vallée de l'Hérault, qui est juste à côté de chez moi. Mais là, il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment, je viens de créer un podcast qui est une déclinaison de la France baladeuse qui s'appelle Chouchou. Donc, ce sont que des escapades en train. Et il y en a déjà 2 qui ont été produites. Et là, j'en ai 2 ou 3 qui vont encore sortir cette année. Donc, ça, c'est aussi un nouveau projet, mais qui prend aussi beaucoup de temps. Voilà, en fait, c'est ça la difficulté avec le podcast, c'est que ça demande beaucoup d'investissement. Oui, de temps, d'argent, peut-être externaliser aussi si on n'a pas les ressources en interne, etc. Ouais. Oui, ça, c'est bon à savoir pour les destinations qui aimeraient se lancer dans le podcast. Et toi aussi, je voulais savoir quelles sont globalement tes sources d'inspiration. Ça peut être des podcasts, mais pas forcément, parce qu'on peut trouver son inspiration, je sais pas, dans des livres, dans des films. Alors moi, l'inspiration, il y a un podcast qui m'a beaucoup inspiré, mais je pense que comme beaucoup de monde, c'était Les Baladeurs. Oui. Et plus que Les Baladeurs, c'est Camille Juzo, qui est une réalisatrice audio qui fait beaucoup d'autres choses. Elle fait plus Les Baladeurs maintenant, mais à l'époque, c'était elle. Et c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup sa patte. Elle a fait pas mal de choses dans le voyage, mais pas que. Donc, une créatrice que je recommande à aller écouter. Après, mes sources d'inspiration, alors bizarrement, ça n'a rien à voir avec le podcast. Moi, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de polars, et notamment des polars suédois ou norvégiens. Et il y a une autrice qui m'inspire beaucoup, c'est Camilla Läckberg. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais en tout cas, ça me donne des idées à chaque fois quand je lis, parce que ce qu'elle fait, c'est très imagé. Puis alors, j'ai une autre source d'inspiration aussi, qui m'a inspiré les podcasts, et ça va peut-être te faire rire, mais c'était à l'époque, quand on était gamin, il y avait des cassettes audio avec les contes de Walt Disney qui étaient racontés par des grands acteurs français, type Ariel Dombal ou des choses comme ça. Et moi, je n'avais pas la télé à l'époque. Et du coup, ce que j'aimais bien, c'était écouter ces cassettes, me les imaginer, et puis aller chez les copains et regarder ce que ça donnait, le vrai film en vidéo, si c'était conforme à ce que j'avais C'est écouté. génial, oui, parce que moi je me rappelle, Voilà. mes parents me faisaient écouter les histoires de Marlène Jobert. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce genre de Ouais, truc. c'est vrai, en fait, c'était des podcasts. Oui, hein. oui, c'est ça. Des podcasts pour C'est ça. enfants. Exactement. Ouais. Donc, ça montre que il faut vraiment regarder, lire plein de trucs pour s'inspirer au quotidien, quand on veut créer des choses, quelles que ce soit. Je t'invite toujours le podcast par à peu près la même chose. C'est le petit mot de la fin. Est-ce que tu as une citation qui te parle particulièrement, ou un message à faire passer, ou quelque chose sur lequel tu aimerais revenir Moi, je pense que il y a un truc que j'aime bien faire quand je sors de chez moi, c'est me poser dans un endroit, fermer les yeux et écouter. Je pense qu'on prend plus assez le temps d'écouter le monde qui nous entoure, et c'est hyper, hyper intéressant et hyper formateur. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté du coup cette invitation, de nous partager ton expérience et tes connaissances sur le podcast, la communication touristique. J'espère que ça aura plu. Merci beaucoup de m'avoir invité. On verra. J'espère aussi que ça vous donnera des conseils concrets. Ouais, que ce sera utile. Je pense que c'est un épisode à écouter avec un petit carnet pour prendre des notes. J'espère aussi que ça aura plu pas que aux professionnels du voyage, même si c'est vrai que ça s'adresse plutôt à eux, mais que ça aura pu permettre peut-être aux voyageurs de mieux comprendre comment se déroule une communication touristique. Ça peut toujours être intéressant. Merci encore et puis à bientôt. À bientôt.
C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.